Il est 13h sur E-Télé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Les résultats du certificat d'études primaires disponible depuis hier soir affichent un taux de réussite de 81,90%. Un peu moins de 10% des candidats n'ont donc pas pu tirer leur épingle du jeu. Des enfants qui font l'expérience de l'échec, comment les aider alors à surmonter cette étape? Reportage à suivre. La cellule des femmes de l'UPMB fête ses 11 années d'existence. L'aventure a démarré le 3 mai 2011. Ces noces de corail ont été célébrées hier avec le lancement de la 3e édition de l'agenda de la cellule. Et puis le Rotary Club Cotonou Revive a à sa tête un nouveau président. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce jeudi en présence des membres du club. Les détails dans cette édition. 81,90%, c'est le taux de réussite au certificat d'études primaires. Les candidats ont accès à leurs résultats hier soir. Dans le lot, il y a des malheureux, des enfants qui font l'expérience de l'échec qui est très souvent difficile à accepter, même pour les adultes. Pour aider alors les candidats aux différents examens à accepter et surmonter leur échec, Mathieu Bokor et Isaac Mongbo sont allés à la rencontre de quelques sachants. Reportage. Nous sommes dans la fièvre des résultats des examens de fin d'année. Moment pour les candidats, quel que soit le niveau, CEP, BPC, BAC, d'être situés. Une fois ces résultats proclamés, on note des heureux, mais aussi des malheureux. Les candidats malheureux, pour ceux qui se sont vraiment donnés et n'ont pas réussi, se sentent pour la plupart inutiles après la proclamation des résultats. Un examen, ce n'est pas un concours et on n'est pas là pour sélectionner les meilleurs. Donc, il y a soit la réussite, soit l'échec. Quand un candidat va à un examen, il doit s'attendre à ces deux cas de situation. Et quand la réussite vient, tant mieux, on accepte, on est en joie. Mais quand l'échec est là, il faut toutefois faire un travail sur soi-même et se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai fléchi? Essayer d'accepter cette situation. La déception, la douleur, les frustrations causées par le regard des autres, la honte et la tristesse sont entre autres les sentiments qui animent ces candidats. L'échec fait partie de la vie. L'échec n'est pas une fatalité. Et c'est la volonté de continuer qui compte. Si nous parlons d'échec, qui n'a jamais subi d'échec? Vous et moi, nous avons subi des échecs. Le jeune enfant qui se tient debout aujourd'hui a connu des échecs avant de se tenir debout et de marcher correctement, parce que avant de marcher correctement sur ses deux pieds, il est tombé plusieurs fois. Donc ce sont des mini-échecs qu'il a eu déjà dans le processus de son développement. Si lorsqu'il était tombé, on ne l'a pas encouragé, on ne l'a pas motivé, il ne va pas vouloir aller de l'avant. Donc, aucunement, l'échec n'est pas une fatalité. Autant l'échec est dur à encaisser, autant il peut constituer un tremplin pour mieux rebondir. La première émotion, c'est que les gens vont se moquer de moi. Je connais des gens qui ont dirigé les grandes institutions dans ce pays, mais qui ont échoué au bac 6 fois avant de l'avoir. Mais ils sont reçus, finalement, et ils ont pu finir les études universitaires et ils ont géré les grandes institutions. Donc l'échec ne veut pas dire que c'est terminé, ta vie est terminée. Voyez-vous, ça peut te donner de la chance pour être plus excellent qu'avant. Ça peut te permettre, n'est-ce pas, d'acquérir une certaine maturité. L'échec est très difficile à gérer pour les parents, mais plus encore pour les candidats malheureux, que les parents se transforment en bourreaux pour rendre la vie difficile à leurs enfants, ne fera qu'empirer les choses. Le premier travail revient aux parents. Il ne faut pas dramatiser cette situation. Il ne faut pas commencer par le culpabiliser. Toi qui es brillant, comment tu as pu faire pour échouer? Tu as peut-être été un peu déconcentré. Comment tu as... Non. Il
faut pas poser ces genres de questions, faut pas le culpabiliser. Ces langages-là ne sont pas de nature à éduquer nos enfants. Mais est-ce que le parent, tout ce qu'il entreprend dans la vie, là, est-ce que ça réussit? Il a connu peut-être des échecs dans certaines entreprises. Et lui-même, il se reprend avant d'avancer. L'enfant qui ne réussit pas n'est pas un taré. Non, il a d'autres potentialités. De plus en plus, il faut que nous, parents ou autres acteurs de l'éducation, puissent se rendre compte que chaque individu a 8 formes d'intelligence. L'école, à l'heure actuelle, n'en valorise que 2 formes, l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Mais les 6 autres formes, l'école aujourd'hui n'a pas encore mis tous les moyens pour pouvoir valoriser ça. L'intelligence artistique, l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, etc. Mais l'enfant peut ne pas réussir au niveau de l'intelligence linguistique ou logico-mathématique, mais réussir les autres formes dans les autres formes d'intelligence et être quelqu'un dans sa vie. Et donc, s'il ne réussit pas, c'est à nous aussi de chercher à comprendre quels sont ses autres atouts, quelles sont ses autres potentialités et l'orienter au plus tôt. Tous les enfants ne sont pas appelés à faire le cursus normal non plus. Il faut rapidement orienter l'enfant lorsqu'on se rend compte que, bon, il est dans un cycle général, mais ça ne prend pas, on l'oriente ou soit on lui demande qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et on l'accompagne progressivement. Quelles que soient les causes des échecs des enfants, le mal est fait. Plus rien ne peut changer les résultats. Le plus important est de trouver le moyen d'aider les enfants qui ont échoué à accepter et dépasser leur échec. Voilà, l'échec n'est donc pas une fatalité. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, célèbre ses noces de corail. Cela fait 11 ans que la cellule a été mise en place pour valoriser les femmes des médias et célébrer celles qui se révèlent à travers leurs actions dans leur réaction. L'événement a été couplé avec le lancement de la 3e édition de l'agenda de la cellule. Chano Dopéon et Estelle Vichoedo pour le compte rendu. Depuis le 3 mai 2011, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin œuvre pour l'épanouissement et l'amélioration du cadre professionnel de la femme journaliste. 11 ans après la mise en place d'un tel creuset, le bureau actuel dirigé par Pulchéri Bemenou a convié les membres de la cellule pour faire le point du chemin parcouru. Pendant 11 ans de militantisme, la CFU a eu à faire parler d'elle à travers diverses activités et ce grâce à ces équipes dirigeantes et membres qui se sont succédés. Elles ont gardé le flambeau allumé depuis le 3 mai 2011 à la Maison des médias Thomas Méançon et ce malgré les écueils inhérents à la vie associative. C'est le moment pour moi de remercier les présidents honoraires de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Je vais nommer Brice Oussou et Franck Pochemin, sans oublier l'actuelle présidente Zakiat Latunji, qui ont cru et continuent de croire à notre sincérité, à notre dynamisme et à notre détermination, mais surtout à notre engagement à valoriser les femmes dans la corporation. L'occasion a été également celle du lancement de l'agenda 2022 de la cellule des femmes de l'UPMB. Pour cette 3e édition, c'est un agenda numérique qui a été confectionné. Le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, qui a effectué le déplacement, a rappelé l'intérêt du soutien à apporter à cette cellule. Soutenir l'agenda de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin équivaut à promouvoir des valeurs de leadership, d'éthique et de déontologie au sein des médias. À titre personnel, j'encourage la promotion de ces valeurs qui sont primordiales au développement de la presse béninoise et de notre pays. Cette initiative sensibilise aussi les acteurs des médias en général et les femmes des médias en particulier à l'amélioration continue de leurs prestations. Au regard des années qui se sont écoulées, l'ancienne coordonnatrice de la CFU Bénin, celle qui a eu l'initiative de la cellule, a noté de grandes avancées. Cependant, il reste encore du chemin à faire
a déclaré Clémentine Lokono. Et le bilan est là. J'ai retrouvé des étudiantes que j'avais amenées dans la CFU parce qu'on s'était rapproché des centres de formation qui sont devenus aujourd'hui de grands reporters et qui ont même sorti les résultats de leurs investigations. Ça fait plaisir. Ensuite, d'une dizaine que j'ai peiné à trouver comme responsables, vous avez vu une liste de plus de 50 personnes. Les résultats sont là, mais bon, ce n'est pas encore ce que je souhaite. Donc pour moi, le combat doit continuer. Ça ne peut pas s'arrêter. La célébration de ce jeudi s'est soldée sur la coupure du gâteau des Nox de Corail. Le Rotary Club Cotonou Revive a un nouveau président. Il s'agit de Saïd Maliki. Il a reçu les attributs liés à son poste ce jeudi 30 juin 2022 au cours d'une cérémonie de passation de charge qui a eu lieu à Cotonou. Suivez. Né en 2017, le Rotary Club Cotonou Revive est à sa 5e réunion statutaire et compte actuellement 22 membres. À l'occasion de la cérémonie de passation de charge, Eloge Gomez, président sortant, expose brièvement les actions qu'il a eu à mener tout au long de son mandat et estime que les objectifs sont globalement atteints. Nous avons travaillé à changer des vies, nous avons fait des actions, nous en avons fait 7 au cours du mandat. Nous sommes allés nous avons sensibilisé sur l'hygiène bucco-dentaire, près de environ 400 enfants. Nous sommes allés vers les personnes du 3e âge parce que quand on a fini de tout donner à ces enfants et à ceux qui sont autour de soi, on a besoin de beaucoup plus d'attention en retour parce qu'on se retrouve au soir de la vie. Je pense que servir est la plus belle chose au monde. Servir donne du plaisir, voir les autres heureux. Je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que de servir. Tout en félicitant le président sortant et en remerciant les membres du club, le président entrant promet faire de son mieux pour le bonheur de la communauté. Il dresse ensuite les différents objectifs qu'il aura à accomplir au cours de son mandat. Avec ton aide et ton soutien, je tâcherai d'être à la hauteur de ton héritage pour le perpétuer et permettre au club d'aller encore plus loin. Par la même occasion, j'adresse mes remerciements à l'ensemble des membres du club. Merci, chers amis. Sans vous, ce mandat n'aurait pas été aussi beau et aussi réussi. Vous êtes le club et sans vous, le club n'est rien du tout. Au cours de ce mandat, nous avons pour objectif de mener 10 actions pour un coût global de 10 millions de francs CFA, 24 réunions statutaires, 12 réunions de comité, 8 camaraderies et 4 assemblées du club. Aristide Lantok-Podé, assistant du gouverneur du district, a félicité le président sortant et prodigué des conseils au nouveau élu Saïd Maliki. Cher ami Eloge, félicitations à toi. Félicitations pour l'impact et félicitations pour le service. Cher ami président nouvellement installé, je sais que tu es un ami engagé, mais les amis attendent de toi plus d'engagement. Les amis attendent de toi plus de disponibilité et les amis attendent que tu donnes l'exemple pour qu'ils t'accompagnent. Notons que le thème retenu au cours du mandat écoulé est « Servir pour changer des vies ». Hors du Bénin, actuellement à Madagascar, seulement 25 opérateurs miniers possèdent un permis d'exploitation valide. Ils étaient pourtant plus de 1300 en 2010. Le gouvernement malgache est en train d'examiner la procédure afin de pouvoir délivrer ces documents aux demandeurs. Le laissez-passer requis pour le transport et la vente des produits miniers LP1 est associé à une licence ou à un permis d'exploitation valide. Actuellement, seuls 25 opérateurs possèdent un permis d'exploitation valide contre 1311 en 2010. Ainsi, presque toutes les opérations minières effectuées actuellement sont illégales. Face à cette situation, l'État met tout en œuvre pour délivrer ses permis dans un futur proche.
Concernant le laissez-passer LP1, pour obtenir la signature du directeur régional des mines, la photocopie du permis minier, le permis environnemental, le paiement des frais d'administration, le rapport d'activité et les justificatifs de paiement des redevances et des ristournes sont requises. Concernant les pierres précieuses, la valeur et le prix de référence seront fixés incessamment par le ministère et la direction des douanes. Le prix actuel date de 2001. Le ministre Rakoutou-Malala Erenjan Olivier a également révélé lors de sa conférence de presse que l'ossature du code minier est finalisée. Il sera ensuite présenté aux autorités compétentes avant l'échange d'idées avec les différents acteurs concernés. Ce n'est qu'après que le projet de loi franchira les différentes étapes, notamment le Conseil de gouvernement, l'Assemblée, le Sénat et la HCC. Toujours dans ce pays, l'équipe féminine de rugby se prépare pour la Coupe du Monde à 7. La compétition va se tenir en Afrique du Sud du 9 au 11 septembre 2022. À cet effet, le club a reçu le soutien des autorités nationales. Suivez. Les Maquis à 7 dans la catégorie féminine sont actuellement en pleine préparation au stade Maquis Ndounda Pennak. Rappelant que ces rugby women participeront à la Coupe du Monde à Cape Town en Afrique du Sud du 9 au 11 septembre prochain. Madagascar est en effet classée à la 2e place en Afrique suite à la magnifique performance de nos joueuses lors de la Coupe d'Afrique. Cet exploit, nos rugbymen devront le renouveler face aux plus grandes joueuses du monde. Pour les entraîneurs, la préparation ne sera pas uniquement technique pour affronter cette échéance internationale. En effet, cela requiert également une préparation physique et mentale. Ces équipes seront en lice pour la Coupe du Monde et seules les grandes équipes vont réussir. Ainsi, une nouvelle préparatrice physique, Marie-Catherine Herman, renforcera les rangs des autres préparateurs physiques de l'équipe. Moi, je vais surtout travailler en collaboration avec les coachs de la fédération de rugby. On va partager nos savoirs, on va voir un petit peu comment évoluent les filles et mettre tout, mais vraiment tout en sorte pour qu'elles puissent justement rapporter un résultat. Ce matin, la première dame, Madame El Radzuel, a effectué une visite inopinée au stade Maquis Ndounda Pennak pour voir les infrastructures et les matériels utilisés pour cette préparation physique, mais aussi pour apporter son soutien au Maquis à 7 féminin. Il a été constaté durant cette descente que certaines infrastructures au sein de ce stade ne sont plus adéquates étant donné leur détérioration. En outre, des salles comme les vestiaires ne sont pas utilisées à bon escient mais servent de dépôt. Face à cela, Madame El Radzuel a tenu à sensibiliser tout un chacun dans le respect des biens communs et ce genre d'infrastructures. Durant cette descente inopinée au stade Maquis ce matin, la première dame a encouragé les joueuses et constaté quelle aide doit être apportée à ces femmes. Outre la préparatrice physique que l'association Fiti a dépêchée pour ces femmes, avec les matériels, les repas et les appuis financiers, l'association Fiti a également octroyé à ces joueuses des formations en langue étrangère, en cuisine et en informatique pour qu'elles puissent remplir leur rôle de femmes et de mères de famille en dehors de leur carrière d'athlète. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. Bon mois, bon début de mois à toutes et à tous. eTélé avec vous, pour vous.